Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. L'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad a causé la mort de plusieurs personnes, c'est vrai, et a causé des déplacements forcés des populations et des dégâts matériels importants. C'est aussi vrai, et en l'occurrence, le gouvernement camerounais, par exemple, a engagé la reconstruction de la région de l'extrême nord, principalement attaquée par les affres de Boko Haram. Mais peut-on durablement stabiliser les zones affectées par la crise sans prendre en compte les conséquences psychologiques et psychiques qui caractérisent le contact à la violence? Non, c'est d'ailleurs l'avis de notre invité. Santé mentale et crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun, c'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et Enjeux. On en parle. Abdelrahman Diop, bonjour. Bonjour. Chef de mission de l'OIM au Cameroun, merci bien d'être avec nous. On parle de santé mentale. D'abord, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup de me recevoir. J'ai envie de vous retourner la question. Comment vous vous sentez? La question justement du bien-être en termes de santé mentale, mais aussi le bien-être psychosocial. Je pense qu'il faut déjà se dire qu'il s'agit fondamentalement des capacités d'une personne à s'adapter où il est, à se sentir bien, à pouvoir justement se développer personnellement, à pouvoir bien avancer dans sa vie, de travailler, mais aussi de faire face aux différents stress de la vie. J'ai envie également d'insister sur un élément, c'est de dire ce que la santé mentale et le bien-être psychosocial ne sont pas. En vérité, il ne s'agit pas d'absence de troubles mentaux. Il arrive très souvent que dans le commun, on confonde la santé mentale justement aux questions de troubles mentaux. Et ce n'est pas le sujet. Notre bien-être, à vous, à moi, à tous ceux qui nous écoutent, n'est pas lié justement à l'absence de troubles mentaux. Et c'est ce que la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a dit dans sa résolution de septembre 2022. Ça veut dire attention à ne pas confondre santé mentale et folie. Exactement. Merci. En deux mots. Oui, quel est le lien entre terrorisme et santé mentale selon vous? Je pense qu'il faut déjà peut-être mettre ça à 3 niveaux à mon avis. Très clairement aujourd'hui, la littérature ne permet pas de faire un lien intrinsèque direct entre justement les problématiques de santé mentale et le terrorisme ou l'extrémisme violent. Mais il est évident, vous et moi, comme tous ceux qui nous écoutent, nous sommes confrontés à des difficultés. Mais certaines personnes choisissent des réponses inappropriées. Et ça, c'est un élément, très clairement. La deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il y a des conséquences négatives en matière vraiment de bien-être, d'absence de santé mentale. L'extrémisme violent ou le terrorisme va avoir des impacts négatifs justement sur ces phénomènes-là. Vraiment insister sur les effets négatifs de l'extrémisme violent sur la santé mentale et le bien-être psychosocial au niveau à la fois individuel mais aussi au niveau familial, communautaire et sociétal. De façon générale, le troisième point qui est important, c'est de dire qu'il faut savoir prévenir le terrorisme en faisant justement référence aux mesures non coercitives qui permettent justement de s'attaquer au moteur de ce terrorisme, de l'extrémisme violent, mais en même temps chercher à créer une résilience au sein des populations potentiellement vulnérables et enfin empêcher le recrutement ou la mobilisation des cas de violence extrémistes. On reviendra justement à ces mots de lutte contre l'extrémisme violent, mais si vous voulez, quelle est déjà la situation dans l'extrême nord confrontée quand même aux exactions de Boko Haram et aujourd'hui en pleine reconstruction? Il faut dire que la problématique, j'aimerais vraiment qu'on l'élargisse, c'est ce qui est important, parlons des groupes armés non étatiques au sens large. Allez-y. À ce niveau, moi j'ai envie de vous citer quelques éléments. L'OIM a eu à faire des évaluations sur le terrain et je pense notamment au cas de conflits intercommunautaires dans le Logon-Birni. Et quand on s'est interrogé, qu'on a approché les populations, on s'est rendu compte que 60% d'hommes et 73% de femmes ont déclaré avoir ressenti au moins 3 signes spécifiques de détresse émotionnelle. 3 signes dans ces proportions-là. Et il faut dire qu'en termes de perception, on s'est rendu compte que les femmes présentaient beaucoup plus ces signes de stress, de détresse émotionnelle, 27% de femmes et 7% d'hommes. Ce qui est encore intéressant à observer, c'est que quand on leur a demandé d'où venait justement cette détresse émotionnelle, il apparaissait clairement que 85% disaient que c'était lié aux expériences pendant les déplacements. Et c'est là où l'OIM vraiment intervient avec toute sa valeur ajoutée. C'est que le mouvement, à 85%, était la cause donc, de cette détresse et que 73% était simplement lié au fait qu'il y avait eu des détresses lors du lieu d'origine et la perte des personnes aimées.
L'extrémisme violent, visiblement et malheureusement, va bon train dans cette contrée-là. Quelles sont, selon vous, les conséquences traumatiques de ces différents cas de figure? Ce que moi j'entends, ce n'est pas que du traumatisme. Ce que j'entends chez les populations, c'est plusieurs choses. C'est la perte de l'identité socio-culturelle, individuelle et communautaire. Les gens perdent leurs liens. C'est aussi la peur collective et permanente au sein de communautés qui sont en crise. C'est la méfiance, c'est la peur de l'inconnu. C'est aussi la stigmatisation et l'exclusion des personnes qui ont été à un moment donné de leur vie associées au groupe armé non étatique. Donc élargissons, ne parlons pas encore une fois de traumatisme parce que c'est un terme assez particulier, mais élargissons pour voir qu'il y a des souffrances qui impactent à la fois les individus, les familles et les communautés en lien justement avec les phénomènes de terrorisme et d'extrémisme violent. Et là, quelles en sont les causes directes selon vous? Les causes sont nombreuses. Selon moi, ce que j'entends encore une fois auprès de nos cibles que nous accompagnons de façon continue depuis plusieurs années, les causes sont liées à la perte des êtres chers dans la crise, mais aussi la perte des biens dont des personnes disposent. C'est aussi les abus et les violences. Vous avez les cas de viol, d'abus sexuels, harcèlement, violence conjugale de toutes sortes. Pendant le parcours migratoire des personnes qui sont justement en déplacement et qui fuient pour justement préserver leur vie. C'est aussi le vécu réel de la mort. C'est une expérience assez douloureuse et fondamentalement impactante. Vous avez les situations d'endoctrinement, vous avez aussi les enlèvements et séquestrations, les meurtres, les menaces et j'en passe. Et là, les couches sociales les plus exposées à la menace, c'est quoi selon vous, au risque en santé mentale? Comme je vous disais, quand on a fait l'enquête justement sur les populations impactées par le conflit intercommunautaire, 85% disaient que leur détresse émotionnelle était liée au déplacement. Donc il faut dire qu'en termes de couches, il y a vraiment les personnes en mobilité qui sont les plus impactées. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est de se rendre compte que c'est essentiellement dans les localités où il y a eu des intrusions ou des attaques des groupes armés non étatiques. Donc, élément géographique. Troisième élément, c'est de se rendre compte que malheureusement, les femmes et les jeunes sont les plus concernés par les conséquences néfastes donc, de ces conflits et qui sont plus exposés justement au risque de santé mentale. On le dit souvent, monsieur le chef de mission, est-ce que vous savez pourquoi ces couches sont plus vulnérables? La vulnérabilité ici, encore une fois, est liée à la situation de déplacement. Donc, il y a des chocs qui sont reçus et ces chocs-là sont à la fois du fait de l'homme, donc les conflits, mais il y a aussi des chocs qui sont liés à l'environnement. Donc, dans le cas de l'extrême nord, vous avez les situations d'inondation, vous avez les situations de sécheresse. Donc, toutes ces situations vont être des chocs qui, à leur tour, vont justement impacter les populations. Et souvent, à cause de ces chocs, les populations vont devoir migrer. Et la migration, là, devient une réponse, une stratégie d'adaptation. Malheureusement, le trajet de la migration lui-même n'est pas un trajet facile. Donc, plusieurs personnes, dans les proportions que j'ai citées, vont dire clairement que pendant le parcours migratoire, pendant la fuite, si vous me permettez l'expression, ils vont subir beaucoup de stress et également de détresse émotionnelle. Alors que la région de l'extrême nord, question précise, monsieur le chef mission, engage sa phase de reconstruction, peut-on selon vous durablement stabiliser les zones affectées par la crise sans prendre en compte les conséquences quand même psychologiques et psychiques qui caractérisent le contact à la violence? C'est impossible. Pourquoi? C'est impossible parce que les effets durables des conflits sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des individus, mais aussi des communautés, constituent des obstacles très clairs au rétablissement et à la pérennisation de la paix. Les blessures psychologiques causées par les conflits interagissent, il faut le savoir, de manière complexe avec les identités et les récits collectifs. Ça va entraîner souvent des cycles de conflits et d'intolérance qui peuvent perdurer pendant des décennies. Il faut dire que pour promouvoir la réconciliation, que ce soit au niveau individuel que communautaire, il y faut des activités socio-culturelles et récréatives que l'OIM organise justement dans le cadre de ses interventions pour à la fois réétablir les liens sociaux vitaux, le dialogue et la cohésion sociale, sans lesquels on ne peut pas construire de paix durable au sein d'une société. Et selon vous, la prise en charge psychosociale et psychiatrique des communautés exposées à l'extrémisme violent de Boko Haram et même d'autres types d'extrémisme violent participe-t-elle à leur réhabilitation et à leur réinsertion? Oui, entièrement, mais
avec deux éléments importants qu'il faut prendre en compte. Lesquels? Le premier élément, c'est justement ne pas se limiter à l'accompagnement psychosocial, mais il faut pouvoir aussi accompagner avec des activités de réinsertion socio-économique, des activités d'éducation, des activités d'assistance légale. Beaucoup de personnes voient leur identité légale détruite lors justement donc de ces conséquences-là. Prendre en compte justement les soins physiques, l'assistance sociale, etc. Deuxième élément important, c'est justement, et j'en profite pour vraiment faire un clin d'œil aux communautés hautes qui accueillent les ex-associés au groupe armé non étatique. Ils doivent fondamentalement bénéficier d'un accompagnement. Ils doivent également continuer à être sensibilisés et engagés par rapport au retour des ex-associés au sein de leur localité. Justement, quelle est l'importance des modalités endogènes de prise en charge? Les modalités endogènes ont ceci de particulier que ça permet déjà de rétablir la résilience communautaire. Oui. Quand vous écoutez justement ces modalités, vous vous rendez compte qu'il y a de la richesse au sein de communautés et ces richesses-là, il faut les prendre en compte. Donc, y faire confiance, s'y référer, c'est d'abord montrer qu'on y fait confiance. Et y faire confiance, ça participe à construire la résilience de ces communautés. La deuxième chose, c'est que justement, ça permet aussi de faciliter la restauration du sentiment d'appartenance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a justement ces ruptures dues au conflit, il y a justement perte de repères, il y a perte d'identité socio-culturelle au niveau des individus et des communautés. Et donc, les modalités endogènes permettent justement de rétablir, de restaurer le sentiment d'appartenance. Il y a également le fait qu'on fait confiance enfin aux pratiques thérapeutiques traditionnelles. Donc l'OIM a engagé il y a quelques mois une étude justement pour identifier ces mécanismes endogènes parce que nous pensons que ça doit faire partie de la réponse en termes donc de prise en charge des situations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial. On a déjà quelques résultats de cette étude. Quelques résultats sont disponibles. Lesquels? Et il apparaît très clairement que beaucoup de personnes dans les communautés vont d'abord se référer à ces mécanismes endogènes. Et souvent, c'est les chefs traditionnels qui vont être les premières portes auxquelles justement les populations vont frapper. Donc il faut que nous, dans nos réponses dites structurées ou structurantes avec le langage onusien qui va avec, il faut que nous puissions prendre en compte justement cette réponse au niveau des chefs traditionnels. Deuxièmement, c'est des fois les leaders religieux qui vont être également sollicités par les populations. Donc là également, l'ambition de l'étude, c'était d'abord d'identifier et ensuite il y aura une démarche vers les autorités publiques camerounaises pour voir concrètement comment est-ce qu'on met cela dans le cadre d'un mécanisme de référencement pour pouvoir apporter une réponse holistique aux besoins en santé mentale et bien-être psychosocial. Oui, une autre question de précision, s'il vous plaît. Est-ce que ces leaders, c'est-à-dire traditionnels et même religieux, et même les leaders des jeunes, est-ce qu'ils sont conscients de cette importance que vous leur accordez? Entièrement. J'ai été à Urutada et je profite également de votre micro pour saluer le chef. Il a très bien compris parce que lorsque mes équipes commencent à travailler dans cette localité, il va rapidement faire le lien entre le savoir que ces équipes apportent ou le savoir structuré, ou les noms qui sont donnés et les besoins que ces populations lui expriment. Donc à partir de là, il y a déjà un pont qui s'établit, un canal de coopération, ce qui va faire que justement il est un des chefs qui a beaucoup facilité nos interventions sur le terrain. On reviendra quand même aux conseils, quelques conseils pratiques, mais déjà je voudrais quand même vous faire dire un mot sur ce que vous, à OIM, faites concrètement dans le cadre du programme santé mentale pour pouvoir justement accompagner les populations affectées par l'extrémisme violent. Beaucoup de choses. Pour quels résultats? Beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il faut insister sur les mécanismes de coordination. Il n'y en avait pas beaucoup dans nos localités et aujourd'hui nous avons même un groupe de travail régional sur la santé mentale et le soutien psychosocial avec le leadership du ministère de la Santé. Nous avons étendu également ce groupe de travail au niveau national, donc c'est pour dire que politiquement il y a une prise en charge vraiment de cette question-là à bras le corps. Deuxièmement, de façon plus concrète, il faut dire que pour l'OIM, c'est une approche communautaire centrée sur la victime. C'est cela que nous mettons en place, centrée sur la victime au sein de sa communauté. Donc 3 piliers d'intervention. Niveau 1 de la pyramide, protéger l'individu, tout en lui permettant justement d'accéder aux services sociaux de base, même dans les contextes de précarité, c'est-à-dire accès à l'eau, accès à l'école, à la nutrition, aux soins de santé. C'est encore là aussi rétablir le lien entre l'individu et l'État, n'est-ce pas? Deuxième niveau justement de pyramide, c'est la réactivation des réseaux de soutien et des routines, c'est-à-dire mettre en œuvre des activités psychosociales communautaires.
Et à ce niveau, l'OIM, à travers justement ses interventions, facilite la mise sur pied d'activités socio-récréatives culturelles à base communautaire qui sont en lien avec les traditions et les cultures. Troisième et dernier niveau, chercher l'autonomisation. Je vous disais tout à l'heure, oui, répondre aux besoins santé mentale, c'est bien, mais il faut aller au-delà, il faut toucher d'autres aspects. Et justement, la question de l'autonomisation intervient à ce niveau. Donc l'OIM distribue des kits, l'OIM apporte des appuis en termes d'activités génératrices de revenus, et tout ça justement dans un registre d'autonomisation de la personne impactée au plan psychologique par les conflits. Vous avez dit au deuxième niveau de la pyramide qu'il fallait une sorte de rétablissement du lien entre l'individu et l'État. Est-ce que selon vous ce lien est-il brisé? Le lien n'est pas brisé au sens que vous entendez. Ce que nous constatons, c'est que le déplacement forcé crée une rupture. Et donc lorsque l'individu arrive dans sa nouvelle communauté d'accueil, il faut fondamentalement chercher à recréer ces liens-là et recréer les automatismes et les routines. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la perte des documents d'identité. Lorsqu'une population est impactée par un conflit et qu'elle fuit une situation, elle ne pense pas fondamentalement à prendre les actes qui prouvent son identité. Et l'identité, c'est la citoyenneté. Et donc, lorsque justement il y a perte, il faut que nous, dans notre réponse, et c'est ce que nous faisons, nous essayons justement aussi de rétablir ce lien-là, à la fois au niveau de l'identité, mais également en termes d'accès aux services sociaux de base. Dernier niveau de votre pyramide, au niveau de l'autonomisation, au-delà de ce que vous avez cité, est-ce que cette autonomisation vous paraît-elle durable? C'est l'objectif recherché, très clairement. Toutes nos interventions visent une durabilité et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure de nos efforts en matière de coordination et d'implication des autorités nationales. Je vous ai aussi évoqué le cas de l'implication des autorités traditionnelles. C'est pour dire qu'en vérité, nous sommes conscients que nos interventions sont limitées dans le temps. Et justement, s'assurer que les personnes qui sont pérennes dans ces communautés, les leaders, l'autorité étatique, soient justement impliqués pour veiller à la durabilité de nos interventions. Une dernière question, quel conseil vous donnerez à ceux qui nous écoutent en rapport justement à la santé mentale, précisément les couches vulnérables? Je leur dirais que je salue avec la plus haute appréciation leur résilience. C'est extraordinaire. Vous ne savez pas ce que ces populations-là vivent. Quand vous leur rendez visite et qu'ils continuent, ces hommes, à vous sourire, il faut saluer leur résilience. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de saluer leur résilience, je leur dirais d'écouter leurs besoins et de savoir que justement, ils ont le droit de ne pas se sentir bien. Ils ont le droit de faire recours à des spécialistes, de faire recours à des experts pour se faire accompagner dans l'optique de recouvrer leur bien-être. Ils vous diront qu'ils n'ont pas de moyens. Les moyens, justement, c'est ce que nous apportons avec nos interventions, avec l'État. Le gouvernement camerounais fait beaucoup d'efforts dans ce sens et les partenaires, et je dois ici saluer toutes les autres agences sœurs du système des Nations Unies qui sont avec nous dans ce groupe de travail sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Et je profite également de l'occasion pour faire un appel à nos partenaires financiers en vue d'augmenter justement le portefeuille d'aide justement pour ces questions-là, qui sont négligées, je vous l'accorde, mais qui de plus en plus en tout cas attirent l'attention. Et je terminerai également par saluer toutes les équipes de l'OIM qui travaillent au quotidien, que ce soit à l'extrême nord ici, où vous nous recevez chaleureusement, mais aussi au niveau de la région du sud-ouest et du nord-ouest, pour apporter de façon constante, avec beaucoup d'abnégation, un soutien à ces populations. Nous avons des équipes qui y travaillent au quotidien et je saisis cette occasion vraiment pour leur adresser mes salutations et mes remerciements. Merci Abdelrahman Diop. Je rappelle que vous êtes le chef de mission de l'Agence des Nations Unies pour les migrations OIM au Cameroun. Merci à André Sopfotsing qui a assuré la prise de son. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.